pense que c'est de continuer à faire ce que généralement les autorités ivoiriennes tentent de faire, c'est-à-dire maintenir toujours ce dialogue diplomatique, avoir un ton apaisé, éviter en tout cas de toujours hausser le ton ou bien de lancer des propos vindicatifs. Voilà, des propos vindicatifs à l'endroit des autres. Vraiment d'avoir un ton mesuré, un ton apaisé et puis privilégier les canaux diplomatiques comme on le fait. De vous à moi, qu'est-ce qui obligeait le ministre d'État, ministre de la Défense en son temps, aujourd'hui devenu vice-premier ministre, de se déplacer à Nyankoroko à l'époque pour aller rencontrer le ministre burkinabé pour échanger? C'est une volonté manifeste. Malgré les tensions, AES et Côte d'Ivoire ont tout à gagner à se rapprocher. Dans cette vidéo, on explore des solutions concrètes et réalistes pour renforcer leur coopération, relancer le dialogue et créer des opportunités pour la région. Restez avec nous, vous allez découvrir ce qui pourrait vraiment changer la donne. Les relations entre la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Niger ne se termineront jamais, c'est clair, parce que nous sommes liés par l'histoire. Comment arriver à échanger de façon pacifique et positive au plan politique, Élysée, pour que la boucle se referme? Je pense que c'est de continuer à faire ce que généralement les autorités ivoiriennes tentent de faire, c'est-à-dire maintenir toujours ce dialogue diplomatique, avoir un ton apaisé, éviter en tout cas de toujours hausser le ton ou bien de lancer des propos vindicatifs. Voilà, des propos vindicatifs à l'endroit des autres. Vraiment d'avoir un ton mesuré, un ton apaisé et puis privilégier les canaux diplomatiques comme on le fait. De vous à moi, qu'est-ce qui obligeait le ministre d'État, ministre de la Défense en son temps, aujourd'hui devenu vice-premier ministre, de se déplacer à Nyankoroko à l'époque pour aller rencontrer le ministre burkinabé pour échanger? C'est une volonté manifeste. On veut privilégier les canaux diplomatiques pour apaiser. Parce que comme je le dis très souvent, les hommes passeront, mais les États vont demeurer. Et très souvent, quand on est dans des périodes de tension comme ça, comme l'adage le dit, la colère n'est pas bonne conseillère. Vous allez dire un certain nombre de choses, et puis après, quand les relations s'apaisent et que les relations deviennent vraiment les plus modérées, vous pouvez même plus lever la tête pour regarder ceux que vous avez passé tout votre temps à injurier, à invectiver. Donc, il faut avoir de la mesure. Et moi, je crois que c'est la posture-là qu'il faut encourager. C'est pourquoi même ceux qui parfois, nos compatriotes, qui parfois sont vindicatifs ou bien vraiment des propos, je vais dire des paroles au-dessus de l'autre, de se calmer. Ça ne payera pas. Ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. Il faut inviter tout le monde à la mesure, les deux États. tous les États concernés à la mesure, à la retenue. Ça nous implique aussi, ça je le concède, nous aussi en tant qu'acteurs sur les plateaux, il faut qu'on aille vraiment dans le sens de la mesure et de la retenue et de privilégier, comme je le dis toujours, le dialogue et la voie diplomatique. La vie des hommes est faite de haut et de bas. Il y a des moments où il y a des tensions et puis il y a des moments où il y a de l'accalmie. Mais il faut privilégier les moments d'accalmie pour qu'il en ait le maximum plutôt que des moments de tension. Ce qui est en train de se passer là, tôt ou tard, Christelle, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va trouver une solution. C'est l'histoire des États. Voilà, ça va forcément trouver une solution. Toujours. Tout le monde va revenir à la table de discussion et tout va s'apaiser. C'est pourquoi il ne faut pas être le plus zélé. Parce qu'après, pas le plus zélé, tu vas raser les murs. Parce que tout le monde se sera retrouvé et se serait parlé. Mais comme tu as montré plus de zèle en insultant tout le monde, finalement, tu seras resté au milieu. Donc vraiment, il appelle tout le monde à la mesure. Et les pouvoirs publics ivoiriens donnent déjà l'exemple. Il faut qu'ils continuent dessus, qu'ils ne se découragent pas. On espère que les autres suivront. Vraiment privilégiant les voies diplomatiques et en ayant le temps apaisé, le temps mesuré pour permettre vraiment le retour de la confiance. Parce qu'on est obligé de vivre ensemble. C'est des peuples qui ont des liens séculiers importants de très longue date. Voilà. Donc ce n'est pas l'état d'esprit, l'état d'âme d'un individu, fut-il le chef ou le président, qui va venir remettre tout cela en cause. Des choses qu'on a acquises depuis des décennies, voire des siècles pour certains. Donc vraiment, il faut qu'on fasse bas la terre et puis qu'on essaie de privilégier la voie du dialogue et surtout privilégier les canaux diplomatiques. Herman, lors du sommet, du 39e sommet de l'Union africaine, justement, elle disait qu'il faut aider les pays de l'AES justement à lutter contre le terrorisme. Est-ce que vous pensez que pour relancer le dialogue, comme Élysée le disait, il faut que l'Union africaine, par exemple, monte au créneau, organise un sommet, enfin quelque chose pour rassembler les deux visions et puis ramener la paix. Enfin, c'est une... Le sourire narquois qu'il a déjà cette exprimé. initiative à l'Union africaine. Pourquoi, Herman? Ça, vous connaissez mon point de vue sur De Gaulle. Je suis d'accord avec lui. Parlait de l'ONU. L'Union africaine est ce qu'elle est. Je ne veux pas aller un peu plus, mais ce n'est pas à eux que je confie. À qui, par exemple? Je pense que les États se parlent. Les États se parlent. Donc s'il y a une initiative, surtout que la question du terrorisme et autres, c'est vrai qu'il y a l'appendice quelque part, mais nous tous, on est face à cette menace-là. Voilà, on est tous confrontés à cela. Donc si les États se parlent, malgré les malentendus et autres, on peut s'asseoir et puis discuter sur des points importants. Donc je veux dire que... C'est-à-dire les blocs eux-mêmes devraient créer l'initiative. Laissons ces organisations qui sont très loin, qui ont... C'est l'Union africaine, en Afrique, Herman. À géométrie variable, c'est l'Union africaine, mais c'est l'Union africaine, ça c'est un vain mot. Même les pères fondateurs qui ont eu l'idée
de l'Union africaine. Je ne crois pas que ceux qui ne sont pas encore là se retournent certainement de leur tombe, lorsqu'on parle de l'Union africaine. Arrêtons de perdre le temps avec cette diplomatie lointaine. Les États se parlent, je pense qu'on peut renforcer. Si des initiatives viennent de ces États, puisqu'ils ont souvent, les dirigeants de ces pays ont souvent des moments où, si c'est en termes de coopération économique, sur des sujets précis, ils se rencontrent. Donc on peut initier cela aussi concernant la question diplomatique au niveau politique. Voilà, tranquillement, quoi, je pense. Marius Komoé. Non, mais c'est clair. Hein. Évidemment, si vous suivez le point de vue d'Herman, vous n'imaginez pas que l'Union africaine pourrait être l'initiatrice d'une telle rencontre. C'est vrai qu'on reproche à l'Union africaine un certain nombre de carences, permettez-moi l'expression, mais n'empêche qu'on peut compter quand même sur l'Union africaine. Vous n'êtes pas très gentil quand même pour l'Union africaine. C'est notre union en même temps. Oui, c'est notre union, mais n'empêche que, voilà l'exemple. Et c'est pour ça que le sourire narquois, avant la chute de votre question adressée à Herman Abouan, ne m'a pas surpris. Voilà, parce que dans les faits, l'Union africaine aurait pu se saisir de la situation aujourd'hui qui prévaut entre l'AES et les autres États de la CEDEAO, en jouant vraiment ce rôle de médiateur. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Qu'attendent-ils? Pourtant, c'est l'instance suprême. J'allais dire continentale. Mais quand ils disent par exemple qu'il faut aider les pays de l'AES à lutter contre le terrorisme, est-ce que ça ne veut pas dire qu'ils viendront peut-être avec... en contrat sur la CEDEAO, bien sûr, puisque nous sommes dans le même espace géographique. Encore la fête. Bon. Mais pardon, je ne pas la parole à la parole, mais à la 38e session. Bon. À la 38e sommet de l'Union africaine. 39 ou 38? Non, le 39 c'était avant-hier. Oui, le 38e, ok. L'Union africaine avait désigné un médiateur concernant la question Sahel pour rencontrer les pays de l'AES, voir comment est-ce qu'on pouvait trouver une solution. Oui. Et ce médiateur désigné-là a été extraordinairement ironie du sort. C'est lui-même qui prend la tête de l'Union africaine maintenant. C'était le général Ndayishimiye, le président du Burundi. Pourquoi ironie du sort, Élisée? Mais nous, on attend le bilan de son travail là. On ne nous a pas présenté. La médiation qu'on lui a confiée là, pour aller vers les pays de l'AES, chercher à trouver une solution pour que les pays du Sahel puissent retrouver la sérénité. On n'a pas encore. On n'a pas arrêté de vous couper la parole. Je ne te coupe pas la parole non plus. La dernière fois, je l'ai évoqué. L'élève a mal travaillé, mais il a eu promotion, il est chef de classe. N'exagérons pas, messieurs. Non, après la on va lui laisser la parole, mais je vais dire à un moment, Christelle, moi je suis d'accord, qu'on puisse se parler, qu'on puisse confier des responsabilités, qu'on puisse... Mais je veux dire qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression aux Africains qu'on est juste dans des sommets où on ne prend que des décisions, où on n'a que des paroles, mais que les actes ne suivent pas. Parce que après, quand on fait le bilan, c'est l'impression qu'on a. Bon, du 38e sommet au 39e, quel bilan on a fait par rapport à la mission confiée aux médiateurs là, pour que les pays du Sahel puissent voir leur situation s'améliorer? C'est quoi? Qu'est-ce qui a été fait? Mais quand on vient au 39e sommet, on dit non, il faut qu'on aide les pays de... Je veux pas être... Il a fait un bilan qu'on n'a pas peut-être. Non, je veux pas... Ils allaient me le rapport. Je ne veux pas de mauvaise langue, mais j'attends le 40e. S'ils sont venus encore dire on doit aider les Sahel là, pardon, on n'a fait l'Union africaine. Parce que ça veut dire que finalement on se fout un peu des populations en fait. Pas du tout. Non, je dis qu'à la limite, ça ressemblerait comme si on se foutait purement et simplement des populations. Je pense que ça va être fait. L'Union africaine condamne à la dernière énergie. Bon, alors au final, il faut terminer, Marius Reprenet. Je puis vous assurer que la question, donc, au plan politique s'entend, du règlement de la crise du Sahel entre les autres États de la CEDEAO et les États du Sahel nécessite pour moi une approche progressive. Il faut donner le temps au temps. C'est une initiative qui doit être très pragmatique et respectueuse des sensibilités politiques actuelles, surtout au niveau des États du Sahel. Si nous nous en tenons à ça, nous pouvons justement en arriver à une solution qui pourrait naturellement... Et la Côte d'Ivoire l'a tellement bien compris qu'elle se garde des déclarations tapageuses. Pareil pour les autres États de la CEDEAO. Le Bénin a été plusieurs fois rudoyé dans des déclarations par les chefs d'État de ces États, mais le Bénin est resté toujours égal à lui-même. Pareil pour d'autres États, comme par exemple le Ghana. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a à faire, c'est qu'il faut mettre en place, pour moi, un cadre formel de concertation entre la CEDEAO et l'AES, mais un cadre que je dirais formel dès le départ, dont les acteurs qui auront été choisis soient acceptés des différents camps. Mon point, c'était ce cadre justement de discussion formelle serait à l'initiative de quel? De l'Union africaine. Vous me dites non, oui, mais de l'Union vous avez battu en brèche justement cette tergiversation de l'Union africaine, nous restons encore dubitatifs quant à sa capacité véritablement à imprimer une marque importante dans la résolution de cette crise. Il faut que l'Union africaine retrouve tout, de façon surtout transparente. Bon, parce que si vous allez régler un conflit et puis vous n'avez pas les coudées franches pour imposer, comme par le passé on en a vu avec Eyadema ou Fouad-Boigny et autres, il faut que celui-même qu'on envoie en mission soit légitime et qu'il ait le coffre nécessaire pour peser de son poids, comme l'a fait Thabo Mbeki dans la crise ivoirienne entre l'opposition et le régime du président Laurent Gbagbo. Docteur Barry, sur la question, votre commentaire?
Bon, Christelle, moi je pense que ça ne sert à rien de tirer sur l'Union africaine. L'Union africaine, c'est un conglomérat d'États avec des intérêts différents. Ce n'est pas une fédération comme les États-Unis, ce n'est pas une confédération comme la Suisse. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, l'Union africaine a une marge de manœuvre très limitée, comme la CEDEAO en avait. Aujourd'hui, la vraie responsabilité du rétablissement... Ça veut dire qu'on a une marge de manœuvre très limitée. Mais l'Union africaine n'a pas d'armée pour imposer quoi que ce soit à qui. Vous savez, Joseph Staline, peut-être que ce n'est pas un exemple, en même temps, au cours d'un dialogue avec Molotov, qui était son ministre des Affaires étrangères, oui. Parlant du Vatican, Molotov a indexé le Vatican comme un adversaire dangereux pour le communisme. Vous savez ce que Staline lui a répondu ironiquement? Il dit, le Vatican a combien de chars? Ils ont combien de blindés? Ils ont combien d'avions? Le gars dit 0, ils ont la Bible. Dites donc qu'ils ne sont pas dangereux. Donc si vous voulez contraindre, il y a la voie martiale, c'est-à-dire le volet militaire, il y a le volet diplomatique. Ici, ce qu'on souhaite, c'est le volet diplomatique. Bien sûr. Okay. C'est créer le cadre de dialogue, en fait. Je vais en venir. Au niveau de nos frères de l'AES, l'Algérie, pays très important de l'Union africaine, le Mali est fâché avec l'Algérie. Ça n'empêche pas le Burkina et le Niger de faire copain-copain avec l'Algérie. Le Nigeria, l'un des pays les plus importants de l'Union africaine, les pays de l'AES n'en veulent pas. Ça fait 2 gros États. L'Égypte a sa frontière avec Israël, qui est source de tensions. Je ne pense pas que le président Sisi a pour priorité absolue de réconcilier Abidjan et Ouagadougou. C'est la réalité géopolitique et géostratégique qui lui impose. L'Afrique du Sud, elle a la SADC. L'Afrique du Sud est très éloignée de nos réalités. Donc le président, comment il s'appelle, Ramaphosa, son objectif c'est d'aider le Mozambique qui est à côté de lui, qui est touché également par ce type de conflit qu'on appelle le terrorisme. Mais la différence c'est que le Mozambique n'a jamais accusé ou la Tanzanie, ou l'Afrique du Sud, ou le Botswana, etc., ces pays voisins d'être responsables de quoi que ce soit. Donc le dialogue continue. Au plus, le Mozambique a demandé l'aide. Le Rwanda, qui est très éloigné du Mozambique, a envoyé ses militaires pour aider l'armée mozambicaine à affronter les Chebabs au Mozambique. Ok, le Nigeria. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a Boko Haram au Nigeria. Vous avez déjà entendu le gouvernement nigérien pointer du doigt quelqu'un, dire que c'est le Niger, le Tchad qui sont responsables, le Cameroun, qui sont ses voisins directs. Non, le Nigeria assume ses responsabilités, malgré tous les défauts qu'on peut lui coller. Mais l'armée nigériane fait de son mieux. Avec le soutien des États-Unis. Avec le soutien des États-Unis et d'autres partenaires. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, je rappelle que le président Diomaye Faye a été le médiateur élisé par le général Ndayishimiye qui est très loin, à 4000 km de lui. Le président Diomaye Faye est allé rencontrer les États de l'AES. Quel a été le bilan? Les gens ne veulent plus intégrer la CEDEAO. C'est une réalité qu'il faut intégrer. Aujourd'hui, ils ne veulent plus être à la CEDEAO. OK. Quelle voie diplomatique il nous reste pour coopérer avec eux? C'est la voie nationale, la voie interétatique. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire va discuter avec le Mali et le Burkina séparément. Elle va discuter avec le Niger séparément. Mais aujourd'hui, une dynamique transnationale, c'est compliqué parce que nos voisins de l'AES rencontrent une difficulté. Et dès le début, chacun parmi eux a construit un narratif où il y a des ennemis qui ne veulent pas de la stabilité de leur pays. Et ça nourrit une certaine frustration au niveau populaire dans ces États-là où on assiste souvent à des spectacles où on accuse Abidjan. Récemment, la radio-télévision burkinabé, vous allez me permettre, a diffusé des images de présumés terroristes traversant la frontière ivoirienne. Pourtant, l'attaque de Titao, là, c'est une ville qui est au nord du Burkina, pratiquement à la zone entre le Niger et le Mali. Donc, des gens marchent à pied, ils traversent tout le territoire national pour venir jusqu'à Abidjan, peut-être 500-600 km. Ça n'aide pas. Il faut qu'aujourd'hui, en coulisses, les chefs d'État de ces États-là parlent avec leurs homologues des pays côtiers. Il y a la diplomatie de la chambre froide, comme j'aime l'appeler, où vraiment on se parle. Le Burkina va poser ses problèmes. Je ne suis pas content de ça, M. Ouattara, parce que ça. Le président Ouattara va leur dire à travers ses émissaires, bon, écoutez, là aussi, je ne suis pas content. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que je dis, ma question était à l'initiative de qui on a cette rencontre? Parce qu'on a vraiment besoin d'avoir cette rencontre-là pour éviter que des narratifs et durcissent les positions des peuples. Le ministre Birama, Élysée l'a cité, le ministre Diarra-Souba, le ministre délégué aux affaires étrangères. Le ministre Dosso, pardon. Il était au Burkina il y a moins d'un mois. Il y a moins d'un mois. Le dialogue au niveau de la Côte d'Ivoire, les initiatives se répètent. Si vous remarquez le Mali, depuis l'épisode des 49 soldats, lorsque le ministre Sarasoro, le ministre Téné Birahima Ouattara, s'était rendu avec le chef d'état-major, le général Doumbia, au Mali, un mémorandum a été signé entre les deux pays. Si vous remarquez très bien, les autorités maliennes n'accusent plus directement Abidjan frontalement. Remarquez très bien, revoyez tout le narratif depuis l'épisode des 49 soldats. On a fait la même chose pour le Burkina. Non, justement, mais les deux... En fait, quoi qu'on dise, il y a des faits qui parlent pour la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas être le défenseur forcément de la diplomatie ivoirienne, mais on a des éléments où deux ministres
non des moindres Ivoiriens, sont rendus en territoire burkinabé. Ils ont parlé avec leurs homologues de ces pays-là. Donc, en réalité, il faut sortir de l'émotion et puis trouver un cadre qui va permettre de rétablir toute la confiance entre les États. Mais je rappelle que ce n'est pas la CEDEAO ou l'Union africaine qui peut gérer ce problème. C'est vis-à-vis des États. Voilà, vous avez maintenant un aperçu des solutions pour rapprocher l'AES et la Côte d'Ivoire. Et vous, que pensez-vous qui pourrait vraiment faire la différence? Partagez vos idées dans les commentaires, abonnez-vous pour ne rien rater et activez la cloche pour rester informé des dernières analyses de la région.